bonjour. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans ce programme dénommé l'ASPAT Séminaire et organisé par le laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs Afrique Diaspora, l'ASPAT, qui est affilié à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Ce laboratoire s'affirme comme un haut lieu de réflexion et de production scientifique en sciences sociales à la croisée de plusieurs disciplines. Sa vocation première réside dans l'analyse approfondie des mutations contemporaines qui affectent les sociétés africaines. L'ASPAT se consacre à l'analyse de problématiques fondamentales telles que les défis démographiques, la transition écologique, les problématiques liées au numérique, aux politiques publiques, à la sécurité humaine, entre autres, tout en aspirant à proposer des réponses innovantes et adaptées à ces enjeux complexes. Le laboratoire se veut également un espace de dialogue scientifique en favorisant l'interdisciplinarité, mais aussi en rendant accessibles les savoirs produits par ces chercheurs sur les thématiques phares qui structurent ces axes de recherche. À cet égard, le programme l'ASPAT Séminaire s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Il constituera une plateforme propice à la production et à la diffusion de connaissances en permettant aux doctorants et chercheurs de divers horizons de présenter leurs travaux et d'enrichir le débat public. C'est donc un honneur pour moi d'introduire cette série de séminaires qui aura pour thème général les politiques d'emploi des jeunes au Sénégal. Aujourd'hui marque le début de nos échanges et c'est avec un immense plaisir que je vais modérer cette première session. Je me présente, Mohamed Dien, allocataire de recherche au LASPAT. J'aurai la charge de guider nos discussions au cours de cette rencontre. L'emploi des jeunes constitue aujourd'hui un défi économique, mais aussi un enjeu de survie pour la stabilité politique et sociale du Sénégal. Ainsi, le sujet de ce premier séminaire est ambitieux et porteur d'enjeux cruciaux. Nous allons entreprendre une rétrospective critique des politiques d'emploi des jeunes au Sénégal, en examinant leur évolution depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Cette période qui couvre plus de 6 décennies sera analysée avec rigueur pour comprendre les réponses politiques qui ont été apportées à la question de l'emploi des jeunes. Pour enrichir cette discussion, nous avons l'honneur de recevoir le professeur Abou Kane, qui est une figure importante dans le domaine de la recherche sur l'emploi des jeunes au Sénégal, avec des travaux de recherche profondément ancrés dans les réalités socio-économiques de notre pays. Le professeur Abou Kane est professeur titulaire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, agrégé en économie. Il a fait son PhD dans le cadre du programme de 3e cycle interuniversitaire en économie entre 2008 et 2011 dans la spécialité microéconomie appliquée. En 2015, il réussit au concours d'agrégation du CAMES et en 2021, il obtient le grade de professeur titulaire du CAMES en économie du développement. Ses publications portent principalement sur l'emploi, la formation professionnelle et l'éducation, mais il a aussi publié sur l'agriculture et les changements climatiques, les chocs macroéconomiques et les questions monétaires. Il dirige actuellement le laboratoire d'économie publique. Professeur Kane a été chef du département d'économie de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'UCAD entre 2015 et 2020, avant de devenir assesseur vice-doyen à partir de 2020. Il a été professeur invité dans des universités et centres de recherche en Afrique, en France, en Angleterre, au Canada et aux États-Unis. Il a collaboré avec des institutions comme la Banque mondiale, l'Union africaine, la BAD, le CRDI, la GIZ, entre autres. Au niveau national, il a une longue expérience de collaboration avec le ministère de l'économie et de l'ANSD. Ses publications sur notre thématique d'aujourd'hui sont nombreuses. Nous rendrons disponibles sur le site les références de ces publications. Nous sommes donc honorés d'accueillir aujourd'hui le professeur qui est un chercheur essentiel sur cette problématique centrale. Et sans plus tarder, je vais lui céder la parole. Professeur, la parole est à vous. Merci beaucoup, M. Dien. Merci au LASPAT pour m'avoir convié à ce séminaire qui permet de partager des idées sur une problématique importante, à savoir les politiques d'emploi des jeunes au Sénégal. Permettez-moi de remercier personnellement le professeur Mampenda Ba, qui dirige ce laboratoire, et dire tout le plaisir que j'ai de venir aujourd'hui pour vous présenter quelques idées sur le thème que vous avez choisi. Comme vous l'avez dit dans vos propos,
la politique d'emploi des jeunes a traversé tous les régimes qui ont été mis en place au Sénégal depuis les indépendances. Et il est important aujourd'hui de voir à quoi est-ce que toutes les politiques qui ont été menées ont conduit, qu'est-ce qu'elles ont eu comme résultat, quelles sont les bonnes pratiques à encourager et à maintenir, et quelles sont aussi les améliorations qu'on pourra apporter. Je ne sais pas si mon écran est visible, je viens de le partager. Voilà, donc la présentation va suivre le plan que je vais projeter tout à l'heure, qui résume un peu les idées, bon ça ne bouge pas, qui résume un peu les différentes idées que nous avons développées dans cette présentation. Dans un premier temps, nous allons un peu parler globalement de la politique de l'emploi au Sénégal, qui a été caractérisée par une certaine instabilité institutionnelle sur laquelle nous reviendrons brièvement. Ensuite, dans un deuxième point, nous allons parler du régime de Senghor, où on a eu une politique de l'emploi portée par la fonction publique, puis perturbée par l'exode rural des années 70. Pour le régime de Abdou Diouf, on a une politique de l'emploi guidée par l'ajustement structurel jusqu'au réveil tardif de 1997. Pour Abdoulaye Wade, c'est une politique de l'emploi volontariste, mais sans répondant sur le plan économique. Et pour Macky Sall, c'est une politique de l'emploi cohérente, mais qui a été mal coordonnée. Et dans un dernier point, nous allons aborder les leçons apprises de tout cela et les étapes à franchir. Parce que l'objectif, c'est de discuter aussi des différentes politiques qui ont été mises en œuvre, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça, et pour aller de l'avant, quelles sont les étapes à franchir. Alors, d'abord des constats liminaires, parce qu'il faut bien qu'on campe le décor ou le débat pour voir dans quelle mesure il est important de parler de ces questions-là. Si vous regardez cette courbe-là, elle vous montre une hausse préoccupante du chômage. Bon, j'ai commencé par 1988, mais on pouvait aller même depuis les années 70. Mais c'est juste pour montrer une tendance de la hausse préoccupante du taux de chômage au Sénégal. Et qui dit hausse du taux de chômage dit donc pression sur les gouvernants en matière d'activité ou de politique publique à mettre en œuvre pour résorber le chômage. Il y a aussi une forte tension sur le marché du travail qui est due à la jeunesse de la population sénégalaise, parce que le dernier recensement a montré que la population en âge de travailler représente 57% de la population du Sénégal. La tranche d'âge allant de 15 à 34 ans représente 35,7% de la population. Et au Sénégal, les moins de 35 ans font 75%. Et l'âge médian est de 19 ans. Si on dit l'âge médian, c'est l'âge qui divise la population en deux parties égales. Donc, il y a 50% qui ont moins de 19 ans et 50% qui ont plus de 19 ans. Alors, il y a aussi une place prépondérante de l'informel avec son lot de précarité. Parce que les enquêtes ont montré que 90% de l'emploi total est informel au Sénégal et que 60% de l'emploi non agricole est informel aussi. Une autre statistique ou d'autres statistiques, c'est que 97% des unités économiques sont dans l'informel selon l'ANSD, mais pour le BIT, c'est 85% parce que l'ANSD et le BIT n'ont pas retenu les mêmes définitions de l'informel. C'est pourquoi on a un peu cette différence-là. Mais même si c'est 85%, c'est beaucoup. 85% des unités économiques qui sont dans l'informel. Il y a aussi que 74% des travailleurs de l'informel n'ont pas de contrat. Parce que dans l'informel, il y a des contrats. Contrairement à ce que les gens peuvent croire, il peut y avoir des contrats dans le secteur informel. Mais 74% des travailleurs n'ont pas de contrat.
les 27% des travailleurs dits formels n'ont pas de contrat. Parce qu'on peut travailler dans le formel sans contrat aussi. Donc ça, c'est pour montrer un peu l'acuité des problèmes d'emploi au Sénégal. C'est pourquoi on donne ces statistiques-là pour déjà camper le décor et montrer en quoi est-ce qu'il est important de discuter de cela. Il y a aussi que 64% de l'emploi informel est temporaire et 19% de l'emploi formel aussi est temporaire. Donc, si vous regardez toutes ces statistiques-là, vous vous rendez compte que le Sénégal est un pays où il est vraiment important de discuter de ces politiques d'emploi-là et de leurs résultats. Un autre constat, c'est que les données sont incomplètes sur l'emploi au Sénégal. Bon, ceux qui font les recherches sur l'emploi le savent, parce qu'il est très difficile d'obtenir des données sur l'emploi, surtout sur une longue période. Et ce qui, disons, montre cela, c'est que le Sénégal a fait sa première enquête consacrée exclusivement à l'emploi en 2015. C'est l'enquête nationale sur l'emploi au Sénégal. Donc 55 ans après l'indépendance. Sinon, tout ce qu'on avait comme données sur l'emploi provenait des enquêtes ménages et autres, où il y a des modules qui portent sur l'emploi. Effectivement, qui permettaient de faire certaines choses, mais ce n'était pas des enquêtes exclusivement consacrées à l'emploi. Et si l'on sait que les données ou des données de qualité sont nécessaires pour mettre en place de bonnes politiques publiques, donc le manque de données sur l'emploi peut expliquer quand même une partie de l'efficacité de certains programmes de promotion d'emploi, parce que cela peut renvoyer à un pilotage à vue. Maintenant, pour la politique d'emploi, juste parler un peu de l'instabilité, parce que le ministère de l'Emploi au Sénégal existe depuis longtemps, mais c'est un ministère qui n'a pas toujours été stable du point de vue institutionnel. Autrement dit, l'emploi a été logé dans beaucoup de ministères au fil du temps, et cette instabilité institutionnelle a un peu joué sur la qualité des interventions des politiques publiques, sur les politiques publiques. Donc, on va juste d'abord dire ce qu'on entend par politique d'emploi avant de venir à cet aspect. Lorsqu'on parle de politique de l'emploi, c'est l'ensemble des interventions publiques visant à améliorer la situation de l'emploi. Donc, créer des emplois, faciliter l'insertion professionnelle, améliorer les conditions de travail, de rémunération, etc. Donc, c'est ça qu'on appelle globalement, pour faire simple, une politique de l'emploi. Maintenant, les politiques de l'emploi peuvent être actives ou passives. Elles sont actives lorsqu'elles permettent d'agir directement sur le niveau de l'emploi, sur l'employabilité ou sur l'appariement entre l'offre et la demande de travail, notamment en jouant sur la législation ou l'organisation du marché. C'est ça qu'on appelle les politiques actives d'emploi. Et que c'est ce que le Sénégal a eu à faire, les politiques actives. Maintenant, il peut y avoir des politiques passives, mais qu'on connaît surtout dans les pays développés. Parce que les politiques passives d'emploi visent à rendre le chômage plus supportable. C'est-à-dire, c'est plus pour protéger des chômeurs en attendant qu'ils puissent trouver un emploi. Mais, vous le savez sans doute, si on essayait de faire ces types de politiques chez nous, voilà, le déficit budgétaire dont on parle aujourd'hui pourrait doubler ou tripler parce que voilà, il y a beaucoup de chômeurs qui n'ont même pas une bonne visibilité sur leur devenir. Donc, ce qui fait que c'est difficile de faire des transferts dans les pays comme les nôtres, des transferts aux chômeurs en tout cas. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est surtout des politiques actives d'emploi que nous connaissons à la place des politiques passives. Alors, l'instabilité de l'architecture institutionnelle dont je parlais tout à l'heure peut être vue à travers le fait que dans l'organisation institutionnelle, l'emploi a été logé tantôt avec la fonction publique, tantôt avec la jeunesse. Donc, ce qui fait que vous avez le ministère de la fonction publique, de l'emploi et autre chose, ou bien vous avez le ministère de la jeunesse, de l'emploi, etc., ou bien formation professionnelle, emploi, apprentissage, donc pas tantôt avec l'artisanat, tantôt on dit ministère du travail, de l'emploi, etc., tantôt c'est emploi et entrepreneuriat, tantôt c'est dialogue social,
tantôt c'est relations avec les institutions, tantôt c'est promotion des valeurs civiques. Donc, pour dire quoi? Pour dire que ce tâtonnement institutionnel qu'il y a eu au fil des années rend compte de la difficulté qu'ont les pouvoirs publics à mettre en œuvre une véritable politique de l'emploi. Parce que lorsque un régime, ou dans le même régime qui fait plusieurs remaniements, lorsque le même régime prend l'emploi, le met avec la jeunesse, et 2 ans, 3 ans après, s'il y a un remaniement, il prend l'emploi, il le met avec le dialogue social ou bien la formation, un autre remaniement, il prend l'emploi, il le met ailleurs, ça rend compte du tâtonnement institutionnel parce qu'on se dit qu'on avait essayé ça, ça n'a pas marché, donc prenons l'emploi, mettons-le ailleurs, mettons-le avec tel, mettons-le avec tel. Donc ça, c'est important à pointer du doigt parce que ça nous permet de comprendre par la suite pourquoi toutes les bonnes volontés que les différents régimes ont eues n'ont pas pu, donc ces bonnes volontés n'ont pas pu aboutir à des résultats probants sur le marché du travail. Et en 2024, donc au moment où on parle, on a un ministère du travail, de l'emploi et des relations avec les institutions. Donc maintenant, pour revenir aux différents régimes, on commence par le régime de Senghor, le premier, donc après les indépendances. Alors j'ai fait exprès de titrer ça comme ça pour dire une politique de l'emploi portée par la fonction publique puis perturbée par l'exode rural des années 70. Parce que comme vous le savez, juste après les indépendances, il fallait sénégaliser la fonction publique. Donc, et cette sénégalisation de la fonction publique était relativement facile pour le pouvoir en place, dans la mesure où il y avait juste des places ou des postes vacants qu'il fallait remplacer par des Sénégalais. Donc, on essayait de juste jouer sur la formation des gens. L'essentiel, c'était d'avoir quelques élites qui pouvaient donc remplir toutes les poches qui sont laissées par le colonisateur qui est parti. Donc, en 1961 déjà, on a créé, le régime de Senghor a créé un service national de la main-d'œuvre pour des recrutements massifs dans la fonction publique pour remplacer le colonisateur qui est reparti chez lui, n'est-ce pas? Donc, entre-temps, on a fait beaucoup d'autres politiques par rapport à la formation pour pouvoir avoir une masse critique de Sénégalais qui pouvaient remplir tous ces postes vacants laissés par les colonisateurs. Mais de 1976 à 1979, il y a eu une division de l'emploi. Donc on a créé une division. Parce que pour qui connaît l'architecture institutionnelle, c'est qu'on peut, bon, dans un ministère, vous avez les directions générales, vous avez les directions, vous pouvez avoir après, maintenant des divisions, après des bureaux. Donc là, on n'a pas eu de direction générale de l'emploi ou de direction, on a créé une division de l'emploi, ou de la main-d'œuvre en tout cas. C'est un service national de la main-d'œuvre qui a été créé en 1961, mais c'est en 1976 qu'on a créé une division de l'emploi. Et cette période a coïncidé avec la sécheresse qui a frappé le monde rural, surtout au Sénégal, et qui a favorisé l'exode rural. Et ça c'est important pour la politique de l'emploi au Sénégal sous Senghor, parce que tant que il n'y avait pas la sécheresse, les paysans, ou en tout cas ceux qui habitent le monde rural, étaient dans leur terroir et ils pouvaient vivre décemment avec les activités agricoles. Mais à partir de 1968, il y a eu une sécheresse qui s'est déclarée au Sénégal et qui s'est exacerbée en 1971 et puis les années suivantes. Donc poussant les gens qui vivaient de l'agriculture dans les autres villes, dans les autres villages surtout, de venir vers les villes et principalement Dakar. Donc c'est ça qu'on a appelé le phénomène de l'exode rural. Et donc le secteur informel dont on parle tant aujourd'hui commençait un peu à grossir parce qu'il y a des gens qui venaient du monde rural, souvent sans formation.
contrairement à ceux qui étaient à l'époque dans les villes, qui pouvaient faire des études et puis remplir les différentes poches. Donc, s'y ajoute que pendant cette période-là aussi, il y a eu ce qu'on a appelé la détérioration des termes de l'échange. Parce que vous savez, le Sénégal, c'est un pays qui produit jusqu'à maintenant, mais à l'époque, qui produisait beaucoup d'arachides et beaucoup de coton, parce que c'était des cultures de rente. Et ça, c'est un héritage de la colonisation. Au lieu d'insister sur l'agriculture vivrière, c'était surtout des cultures de rente comme l'arachide et le coton. Et c'est ça que le Sénégal a maintenu même par la suite, après l'indépendance. Et malheureusement, donc il y a une chute des prix ou des cours mondiaux de l'arachide et du coton. Donc, et cette chute des cours mondiaux a un peu eu des répercussions un peu drastiques sur l'économie sénégalaise. Sans compter que le prix du phosphate aussi a connu la même chute, parce que le Sénégal a toujours produit du phosphate jusqu'au moment où on parle d'ailleurs. Et vous le savez aussi, à un moment donné, les industries chimiques du Sénégal étaient même un fleuron de l'économie sénégalaise. Donc cette période-là a coïncidé avec ces deux chocs. Donc le choc de la sécheresse et le choc aussi de la détérioration des termes de l'échange. Ce qui fait que donc, le régime de Senghor a essayé de s'adapter à la nouvelle situation en essayant de mettre en œuvre quelques politiques pour pouvoir absorber cette nouvelle main-d'œuvre venue des campagnes vers les villes. Alors, parce que sous Senghor aussi, il faut savoir qu'on a connu 5 plans quadriennaux de développement économique et social. Alors, pourquoi je parle des différents plans ici qui ont traversé tous les régimes? C'est que dans ces différents plans, il y a toujours des parties qui sont consacrées à la création d'emplois et à la politique de l'emploi. Dans tous les plans, dans toutes les stratégies que vous voyez, il y a toujours une partie qui est consacrée à la politique de l'emploi. Comment on crée l'emploi, qu'est-ce qu'on compte faire, quelles sont les mesures à prendre. Et l'autre raison, c'est que la politique de l'emploi est largement tributaire, je dirais même la réussite de la politique de l'emploi est largement tributaire de la situation économique. Donc, lorsque vous avez des plans sur le plan économique qui définissent certaines stratégies sectorielles, si ces stratégies sectorielles réussissent, vous pouvez avoir plus de chances de pouvoir aussi réussir votre politique de l'emploi. Mais si ces stratégies sectorielles ne réussissent pas, la politique de l'emploi peut aussi échouer. Donc, le dernier plan d'ailleurs a coïncidé avec le programme de stabilisation de 1979-1980 qui marque le début des programmes d'ajustement structurel. Okay? Donc, si on devait résumer, parce que bon, ça je rappelle que les programmes d'ajustement structurel que tout le monde connaît là, ont commencé en 1979. Donc c'est vers la fin du régime de Senghor. Souvent même, moi je dis, est-ce que Senghor n'a pas fui les difficultés pour donner le pouvoir à Abdou Diouf? Parce qu'en fait, il n'avait pas fini d'être confronté aux conséquences de la sécheresse et de l'exode rural. Après pas, on lui dit, on va entrer dans une période d'ajustement structurel. Donc, et les problèmes ont commencé. Donc, il a laissé la patate chaude à Abdou Diouf. Donc, c'est pourquoi, en termes de résultats, bon, je vois qu'il y a des trucs non souhaités ici. Certainement, c'est une erreur de manipulation. Voilà, vous m'en excuserez. La sécheresse des années 70, donc, avec son lot de déplacement vers les villes, a rendu inefficace la politique de l'emploi qui était surtout destinée à une main-d'œuvre sortant des écoles. Voilà. Donc, c'est tardivement que les initiatives, voilà, bon, ça, c'est, oui, c'est vrai, ce que je disais tout à l'heure, j'ai dû faire, comme j'étais aussi à la maison avec les enfants, certainement, ils ont dû toucher, voilà. Donc, c'est tardivement que donc des initiatives consacrées au secteur informel ont été prises, parce que le secteur informel était en train de grossir avec l'exode rural. Donc, si je dis tardivement, c'est vers la fin vraiment du régime de Senghor qu'on a commencé
Et on va voir ça avec le régime de Diouf qui a pris le relais, n'est-ce pas? Donc Abdou Diouf, comme vous le savez, c'est lui qui a pris le relais de Senghor. Alors là aussi, j'ai choisi un titre qui peut résumer globalement ce que le régime de Diouf a fait en termes de politique d'emploi. Je dis politique de l'emploi guidée par l'ajustement structurel jusqu'au réveil tardif de 1997. Je l'ai dit tout à l'heure, à partir de 1979, l'ajustement structurel a commencé. N'est-ce pas? Donc Senghor a laissé le pouvoir à Abdou Diouf en 1980 ou 1981. Donc Abdou Diouf est venu au moment où il y a l'ajustement structurel. Et les principales caractéristiques de la politique de l'emploi sous Abdou Diouf, c'est la déréglementation de l'embauche et du licenciement, et puis la libéralisation et la privatisation. Parce que lorsque Abdou Diouf est arrivé, comme on était sous ajustement, il y a eu une forme de déréglementation de l'embauche, c'est-à-dire que la protection la protection supposée dont bénéficiaient peut-être les travailleurs a été un peu réduite, n'est-ce pas? Et puis, le licenciement était un peu facilité, licenciement pour motif économique. Et d'ailleurs, on verra même sous le régime de Diouf, même l'État a facilité les licenciements pour lui-même, pour la fonction publique. C'est ce qu'on a appelé les départs volontaires. C'est-à-dire, donc l'État a même demandé à des volontaires de quitter la fonction publique moyennant quelque chose qu'on leur donnerait pour qu'ils puissent entreprendre autre chose. Donc c'est ça qui caractérise vraiment le régime de Diouf. Il y a eu la libéralisation et la privatisation. Et comme vous le savez, l'ajustement structurel s'est accompagné de ces politiques de libéralisation. Donc de 1979 à 1987, il y a eu une direction de l'emploi au Sénégal. Parce que quand Abdou Diouf est arrivé, on a créé, sous Senghor, vers la fin, c'est en ce moment qu'on a créé la direction de l'emploi. Mais Abdou Diouf a continué avec la direction de l'emploi. C'est pour dire que si on quitte une division pour aller vers une direction, ça veut dire qu'on prend plus au sérieux la question de l'emploi. C'est pourquoi je parle en même temps des changements institutionnels. Parce que si, par exemple, vous n'avez pas un ministère dédié totalement à l'emploi, vous pouvez dire que peut-être, voilà, pour vous, ce n'est pas aussi important, une division suffit ou une direction suffit. Donc, c'est un peu dans ce cadre-là. En 1981, il y a un plan d'urgence pour la création d'emplois avec le fameux programme maîtrisard chômeur à partir de 1982. C'est-à-dire qu'on avait constaté qu'il y avait beaucoup de sortants des universités qui ne trouvaient pas d'emploi. Donc, l'État commençait à les financer un peu pour qu'ils deviennent des taximans, des boulangers. Donc, il y a plusieurs activités qui étaient choisies ou ciblées pour voir notamment les diplômés en économie et en droit. C'est surtout ces gens-là qui étaient... Voilà. Ensuite, de 1982 à 1985, il y a un secrétariat d'État à l'emploi. Vous savez, l'histoire du secrétariat d'État est revenue dans nos derniers gouvernements qu'on a connus. D'ailleurs, Macky Sall a mis ça. C'est pour dire, ce n'est pas forcément des ministères, mais c'est quand même proche d'un ministère. C'est pour montrer l'importance qu'on accorde un peu à ces questions-là. Et en 1983, il y a un centre national de qualification professionnelle qui avait pour objectif d'aider les jeunes à acquérir certains outils du point de vue de la formation professionnelle qui faciliteraient leur insertion. Donc tout ça, ça rentre dans le cadre de la politique de l'emploi parce qu'on savait que le principal problème, parce que j'ai parlé de l'exode rural tout à l'heure sous Senghor, donc les gens qui venaient des campagnes n'avaient pas forcément des qualifications qui leur permettraient peut-être de trouver facilement un emploi. Donc ce centre national de qualification professionnelle visait à un peu aider ces gens-là. Et puis ceux qui sortaient même de l'école mais qui n'avaient pas de diplôme, etc., parce qu'ils avaient échoué, tout ça, ils pouvaient entrer dans cela. Donc il y a eu aussi une délégation à l'insertion, une délégation à l'insertion, à la réinsertion et à l'emploi de 1987 à 1991. Donc tous ces changements institutionnels montrent que l'État prend conscience de la difficulté à régler les problèmes de l'emploi et nous renseigne sur l'efficacité des mesures prises.
Parce qu'un régime qui change régulièrement de la place de l'emploi ou bien de structure qui gère l'emploi veut donner un signal sur le fait que bon, je sais que j'ai fait des efforts ici, mais c'est insuffisant. Donc, pour mieux prendre en charge cette question de l'emploi, je fais une autre création, je crée d'autres structures. C'est pourquoi j'ai axé la présentation en même temps sur les différentes structures qui ont été mises en place. Maintenant, toutes ces structures-là ont pu quand même booster un peu la politique de l'emploi par rapport aux structures qu'elles ont remplacées. Voilà, par rapport aux structures qu'elles ont remplacées. Et en 1987, maintenant, il y a eu la première convention nationale État-employeur. Parce que cette convention nationale État-employeur est un tournant décisif dans la politique de l'emploi au Sénégal. Pourquoi? Parce que c'est une convention qui incite le secteur privé à prendre des jeunes pour leur permettre d'avoir une expérience qui facilite leur insertion, donc qui accroît leur employabilité. Et comment ça marche? C'est qu'il y a un partage des coûts entre l'État et les entreprises privées. Donc les entreprises privées qui acceptent d'adhérer à la convention peuvent par exemple recruter un jeune et l'État prend en charge les 50% du coût. Pour certains même c'est 60%. Donc maintenant, ce qui a été dit, c'est que l'État ne dépasse pas 100 000 francs. Par exemple, le maximum que vous pouvez payer aux jeunes que vous prenez, peut-être ça peut être 200 000. Si l'État dit que c'est 50% qu'il va prendre en charge. Mais comme il y avait ce mécanisme de partage des coûts, les entreprises avaient quand même intérêt à adhérer à la convention. Parce que si vous n'adhérez pas à la convention et que vous prenez des stagiaires ou des contractuels, c'est vous-même qui allez les payer. Mais si maintenant vous entrez dans la convention, là où vous pouviez seulement prendre 5 personnes, vous pouvez prendre 10 personnes avec le même budget. Donc c'est pour dire que la signature de cette première convention nationale État-employeur était vraiment un tournant décisif de la politique de l'emploi et c'était sous Abdou Diouf en 1987. Maintenant, on verra plus tard que dans l'exécution maintenant de cette convention, il y a eu beaucoup de problèmes qui ont même abouti plus tard à une renégociation de la convention qu'on verra un peu. Ça, et ça c'était avec Abdoulaye Wade. Donc, juste après cette convention, en 1989, il y a eu aussi la création de l'AGETIP, l'agence d'exécution des travaux d'intérêt public. Ça, c'était pour encourager les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Parce que il y avait une main-d'œuvre parfois qualifiée, parfois non qualifiée, mais surtout non qualifiée. Il y avait surtout une main-d'œuvre non qualifiée qui équipait les villes, surtout Dakar. Et il fallait imaginer donc des projets ou des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, donc qui ont des projets qui ont besoin ou des travaux qui ont besoin de beaucoup de main-d'œuvre, même si elle n'est pas qualifiée. Donc, pour que les gens aient quelque chose à faire. Donc, c'est dans ce cadre-là que l'entrée de l'AGETIP avec les travaux à haute intensité. Et en 1990, il y a eu le fameux départ volontaire. Donc, ce qui est un dispositif d'incitation au départ volontaire des agents de l'État. Et c'était en pleine période d'ajustement structurel. Parce que les institutions de Bretton Woods, comme Banque mondiale et FMI, disaient moins d'État, mieux d'État. C'est-à-dire, moins d'État, ça veut dire qu'il faut que l'État vraiment sorte de beaucoup de choses. Parce que si l'État est dans tout, l'État dépense beaucoup. Donc, c'est pourquoi on parle de moins d'État. C'est pourquoi il y a eu ce dispositif d'incitation au départ volontaire. Parce que si vous prenez quelqu'un, vous devez le payer jusqu'à la retraite. Bon, vous lui dites, vous partez maintenant et puis bon, vous faites des calculs pour savoir qu'il vaut mieux lui donner une enveloppe plutôt que de rester de le traîner comme un boulet pour 20 autres années, ou etc. Donc c'était un peu ça, ça permettait de décharger un peu l'État par rapport à certaines dépenses, surtout liées au salaire, n'est-ce pas? Donc, 91-93, il y a eu le commissariat général à l'emploi. Donc, on a enlevé la direction de l'emploi pour avoir un commissariat général à l'emploi, bon, croyant que le commissariat était encore un cran supérieur à la direction pour prendre en charge certaines questions. Mais très vite, on est revenu encore à la direction de l'emploi en 93, parce que le commissariat a été éclaté en direction et en une autre cellule. Voilà, une cellule d'appui à la promotion de l'emploi.
on appelait CAP, donc à partir de 93. Et un autre tournant décisif, toujours sous Abdou Diouf, c'est 1997. C'est le premier document de politique nationale de l'emploi. Donc c'est en 1997 qu'on a eu notre premier document de politique nationale de l'emploi. Je vous disais tout à l'heure qu'on a connu beaucoup de plans de développement, et que dans ces plans-là, on avait toujours des parties qui sont consacrées à l'emploi, mais c'est à partir de 1997 qu'on a eu un premier document de politique nationale de l'emploi. Et en 1999, il y a eu la mise en place du service civique national qui a facilité l'insertion professionnelle de beaucoup de jeunes. Parce que l'une des missions aussi du service civique national, c'était de pouvoir aussi prendre des jeunes, de les former sur certains métiers qu'ils pouvaient valoriser après. En dehors du fait de servir son pays, tout ça, les jeunes pouvaient aussi trouver des formations qui pouvaient faciliter leur employabilité. Donc le service civique national était aussi, la mise en place du service civique national était aussi une chose très importante par rapport à la politique de l'emploi sous Abdou Diouf. Donc, sous Abdou Diouf, le Sénégal a déroulé 4 plans nationaux. Parce que je reviens toujours à la fin de chaque régime, je parle des plans, parce que ces différents plans économiques, etc., ou sociaux, sont des plans qui prennent en charge la question de l'emploi. Il y a 4 plans nationaux de développement économique et social à partir de 82, 2 plans d'orientation économique et sociale, donc en 90 et en 96. Mais en même temps, dans le cadre du programme d'ajustement structurel, le FMI avait imposé le programme de redressement économique et financier de 80 à 84, puis le programme d'ajustement à moyen et long terme de 85 à 92. Et puis il y a eu 93 le plan d'urgence et 94 la dévaluation du franc CFA. Donc pour dire que Abdou Diouf fait partie des présidents qui ont le plus souffert de la conjoncture économique. Et malgré tout, il essayait quand même de mettre en place certaines mesures de politique d'emploi. Parce qu'on a vu, je vous ai dit, au départ, dès son arrivée, donc il a trouvé les programmes d'ajustement structurel. Et avant de finir, il a eu la dévaluation, et puis le plan d'urgence, et puis la dévaluation. Donc, c'est des chocs majeurs sur l'économie, et nous savons bien que s'il y a des chocs économiques, il y a toujours des problèmes d'emploi. Parce que ce sont des entreprises fermées, donc le chômage qui augmente, c'est souvent une crise dans l'éducation, dans la santé, etc., qui grossit encore l'effectif des chômeurs, parce que s'il y a une crise dans le secteur éducatif, il y a beaucoup d'abandon scolaire, etc., à l'université, et ça vient grossir encore les gens qui veulent trouver un emploi. Donc c'est pourquoi c'est un régime aussi qui a beaucoup souffert de la conjoncture économique. Et en résultat, je dis, pour Diouf, on avait une politique de l'emploi plus fondée sur des mesures administratives concrètes, c'est-à-dire des mesures administratives, et donc répondre. S'il y a un choc, on essaie de répondre par la création de certaines structures, etc. Mais sur le plan concret, on avait du mal à voir les résultats. Pourquoi? Parce que sur le plan économique, nous n'avions pas le contrôle. Parce que c'est les politiques d'ajustement structurel. Ce sont les institutions de Bretton Woods qui nous disaient faites ça, ne faites pas ça. Donc l'État était très limité en termes de marge de manœuvre. Et malheureusement, le secteur privé aussi n'était pas assez fort pour pouvoir prendre en compte certaines choses. Et au moment où maintenant on a espéré dérouler la première politique de l'emploi, en 1997, c'est à ce moment qu'il y a eu la crise asiatique de 1997, qui est venue s'ajouter aux séquelles de l'ajustement structurel et aux séquelles de la dévaluation qu'on venait de connaître 3 ans plus tôt. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que pour sous Diouf, on a connu un réveil tardif. Alors, le réveil, pourquoi le réveil tardif? Parce que c'est de 1980 à 1997, donc soit 17 ans, c'est à 1997 qu'on a eu une politique de l'emploi, une vraie politique. Donc ça c'est un réveil tardif. Mais au moment où on s'est réveillé, le sommeil, ou en tout cas on a été encore perturbé par un autre choc qui est la crise asiatique, qui a encore compliqué les choses du point de vue de l'emploi.
Maintenant, on a vu à Abdoulaye Wade. J'ai dit Abdoulaye Wade, une politique de l'emploi volontariste, mais sans répondre sur le plan économique. Alors pourquoi volontariste? Parce que tout le monde sait, Abdoulaye, dès qu'il est venu, il a fait de la jeunesse vraiment sa priorité. Donc trouver de l'emploi aux jeunes, etc. Ça, c'était vraiment une des caractéristiques du régime de Abdoulaye. Pourquoi je dis ici, la principale caractéristique, c'est que des décisions audacieuses, mais des actions dispersées entre plusieurs ministères. Lui aussi, il a jeunesse, emploi ou formation professionnelle, c'était un peu ça. En 2000 déjà, on a renégocié la Convention nationale État employé, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a été signée pour la première fois en 1987. Donc cette renégociation avec la Confédération nationale des employeurs du Sénégal et le Conseil national du patronat, CNP, donc cette renégociation visait à faire des réajustements qui permettaient d'avoir plus d'efficacité dans cette convention-là, pour mieux permettre aux jeunes de s'insérer. En 2001, on a créé l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes, donc ANEJ. 2002, Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat. 2005, Fonds de développement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le FONDEF, qui voulait promouvoir la formation continue et l'insertion des jeunes. Et en 2006, il y a le plan REVA, tout le monde connaît le plan Retour vers l'agriculture. Bon, beaucoup ne savent pas que c'est ce plan REVA-là qui est devenu ANIDA plus tard. En fait, c'est le même principe, même sous Macky Sall, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, pour dire que toutes ces structures-là qui ont été mises en place, vous voyez, Abdoulaye Wade, ici déjà sur ces diapos-là, en 6 ans, il a pris beaucoup d'initiatives par rapport à la politique de l'emploi et surtout par rapport à l'insertion des jeunes. Et toutes ces agences ou tous ces fonds qui ont été créés ont quand même pu faire bouger un peu les lignes, même si les objectifs initiaux n'ont pas pu être atteints. En atteste la situation qu'on voyait à l'époque, parce que n'oubliez pas que l'histoire de l'immigration clandestine là, a commencé vers 2005, 2006, comme ça. C'était un peu vers ces années-là. C'est pour dire que, ne serait-ce que cette situation qu'on a vécue et que tout le monde connaît, peut montrer à quel point il y avait encore des urgences par rapport à l'insertion des jeunes. Donc en 2009, il a pris conscience de la dimension transversale de l'emploi pour créer un haut conseil pour l'emploi et la formation, où il y avait plusieurs acteurs, parce qu'on s'est rendu compte que, en fait, l'emploi était une question transversale, donc il traversait tous les ministères. Et on a créé ce haut conseil qui est présidé par le Premier ministre, donc pour pouvoir coordonner les différents ministères, parce qu'on se disait que pour que la politique de l'emploi réussisse, on avait besoin de tous les sectoriels. N'est-ce pas? Donc ça aussi, c'est un point important par rapport à la volonté du président Abdoulaye Wade de pouvoir prendre en main ce problème de l'emploi. La même convention qui a été renégociée en 2000 a été encore renégociée ou renouvelée en 2009. N'est-ce pas? Donc ça aussi, ça montre que voilà, jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, le régime était encore dans cette même dynamique. À partir de 2010, on a eu la deuxième politique nationale de l'emploi. Donc le deuxième document de politique. Bon, on dit toujours nouvelle politique. Bon, elle était nouvelle. Après, aussi, on dit encore nouvelle. Bon, donc chaque fois, vous voyez une nouvelle politique de l'emploi. Mais en réalité, c'est un deuxième document de la politique de l'emploi. En 2011, il y a eu l'Agence nationale de sédentarisation des marchands ambulants, puis après il y a eu l'ANAMO, l'Agence nationale aussi, toujours concernant les marchands ambulants, mais on avait enlevé la sédentarisation, n'est-ce pas? Et entre 2012 et 2015, on a eu le programme pays de promotion du travail décent. Là, c'était avec le Bureau international du travail qui soutenait un peu les pays. Le Sénégal n'était pas seul d'ailleurs à avoir ça, mais parce que là, on a commencé non plus à parler seulement du travail, donc l'insertion, mais du travail décent. Parce que ce qu'on avait constaté aussi, c'est que au cours du temps,
les différentes initiatives qui ont été prises par les gouvernements en Afrique et autres permettaient peut-être d'insérer certains, mais c'était souvent vraiment voilà, très précaire, avec des salaires très faibles. Voilà, tout le monde a vu au moment où on construisait les autoroutes et autres, il y avait ce qu'on appelait, je pense, les volontaires de l'émergence, de l'autoroute. Je ne peux pas raconter n'importe, mais il y a des gens qu'on prenait à travers les grandes infrastructures qu'on mettait en œuvre, mais tout le monde savait que les rémunérations ne suivaient pas tout. Donc, on s'est dit que bon, c'est bien de trouver quelque chose à faire, mais il faut que ce qu'on fait là aussi puisse permettre de subvenir à nos besoins. Donc, la politique de l'emploi est vue sous cet angle-là aussi. Pas seulement compter le nombre d'emplois créés, mais il faut que ces emplois-là soient des emplois décents. Voilà. Maintenant, la décence a plusieurs aspects. Mais le premier aspect de la décence, c'est le salaire, la rémunération. Maintenant, il y a encore les conditions de travail, mais d'abord, la rémunération, n'est-ce pas? Donc, sous Wade, le Sénégal a élaboré un plan de développement économique et social, c'était le 10e plan, parce qu'il y avait 5 sous l'autre régime, 4 dans le deuxième, donc c'est le 10e. Un plan d'orientation économique et sociale, 2 documents de stratégie de réduction de la pauvreté, 2003-2006, et puis un document de politique économique et sociale, 2011. Et qui dit DSRP, document de stratégie de réduction de la pauvreté, dit aussi politique de l'emploi, parce qu'en fait, la réduction de la pauvreté passait aussi par la promotion de l'emploi. Parce que tant que les gens n'ont pas d'emploi, ils vont rester pauvres. Et ceux qui sont dans des activités aussi, tant que leurs activités-là n'ont pas été renforcées pour leur permettre d'avoir plus de revenus, ils vont encore rester dans la pauvreté. Donc ces différents documents ou ces différents plans ont aussi permis de faire quelques actions par rapport à l'emploi, surtout l'emploi des jeunes. Pourquoi je dis dans toutes ces stratégies, il y a des mesures visant à promouvoir l'emploi. Et en termes de résultats, ce que j'ai noté, c'est qu'il y a eu des avancées notoires, mais qui ont été ternies par des chocs comme la crise financière 2007-2008, la crise des subprimes. Et puis la crise alimentaire aussi, il y avait une crise alimentaire dans la même période. Et puis, sans compter la flambée des prix du pétrole en 2011. Donc, c'est aussi des chocs qui ont été d'une importance capitale dans les résultats qui ont été enregistrés en termes de politique de l'emploi. Et enfin, Macky Sall, le dernier régime, donc, qui a fait une politique de l'emploi que moi je juge cohérente, mais qui a été mal coordonnée. Alors, pourquoi cohérente? Parce que une politique de l'emploi, c'est une politique qui prend en compte divers aspects. Pas seulement des aspects économiques, il peut y avoir des aspects non économiques, mais aussi qui prend en compte beaucoup de secteurs. Et à mon avis, pendant le régime de Macky Sall, le gouvernement, à travers les différentes initiatives, a pu mettre en place toutes les pièces, en tout cas, indispensables pour pouvoir avoir une bonne politique de l'emploi. Si je dis les pièces indispensables, il y a des pièces qui sont relatives à la formation, parce qu'il faut que les gens soient formés pour pouvoir vraiment aspirer à un emploi, donc ça a été mis en place. Il faut que les projets soient financés, donc des structures de financement aussi, il y en a eu, ça aussi il faut le faire. Et il y a aussi quelques mesures incitatives du point de vue de l'encadrement des PME et autres, avec des agences comme l'ADPME qui ont été vraiment renforcées entre-temps pour pouvoir accompagner la politique de l'emploi. Parce que si les entreprises sont solides, c'est un gage de réussite de la politique de l'emploi. Parce que ce sont les entreprises qui embauchent, n'est-ce pas? Donc, si les entreprises ne sont pas solides aussi, c'est le contraire. Donc, il y a eu toutes ces pièces-là, mais il y a un problème de coordination. Déjà en 2012, on a créé l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole, ANIDA, comme je l'ai dit, qui est l'ex-REVA, qui a été créé par Abdoulaye Wade. En 2013, il y a eu l'Agence nationale d'appui aux marchands ambulants.
donc, qui était ASMA, là-bas, de l'autre côté, et Agence pour l'emploi des jeunes des banlieues, AGEP. Donc, on verra qu'après, on a fusionné toutes ces agences pour créer l'ANPEJ, n'est-ce pas? Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes. Cette fusion répondait à un besoin de rationalisation, parce qu'il y avait plusieurs interventions non coordonnées. Donc, voilà, le régime a voulu rationaliser un peu en regroupant ces agences. Mais il faut le dire aussi, les résultats n'ont pas été à la hauteur vraiment. Par rapport à l'ANPEJ, les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes. Le fonds de financement de la formation professionnelle et technique 3FPT, qui appuie les entreprises et les organisations professionnelles, les jeunes en quête de qualification professionnelle ou porteurs de projets d'insertion et les établissements de formation professionnelle. Donc tout ça, ça entre dans la politique de l'emploi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la politique de l'emploi, c'est plusieurs pièces et le 3FPT joue et continue de jouer jusqu'au moment où on parle un rôle important par rapport à la réussite de la politique de l'emploi. Et 2017-2021, on a eu la nouvelle politique de l'emploi encore, donc un troisième document de la politique de l'emploi. Et dans tous les documents de politique de l'emploi, il y a quand même des mesures qui sont proposées pour pouvoir réaliser certains objectifs concernant l'insertion des jeunes. En 2017, il y a eu une innovation avec les missions locales pour l'emploi et l'entrepreneuriat dans les communes. Alors ça permettait aussi de rompre avec la centralisation à outrance de toutes les initiatives, soit au ministère, soit à Dakar. Donc, dans les missions locales, ça permettait aussi de fixer certains jeunes dans leur terroir, n'est-ce pas? Bon, maintenant, en termes de résultats, on peut dire que ça n'a pas été opérationnel. Donc ces missions locales, même si elles ont permis peut-être de faire quelque chose, mais c'est surtout dans les intentions que ça s'est matérialisé. Et en 2018, il y a eu la délégation à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes d'air, qui a quand même fait des résultats appréciables. Si vous regardez vraiment les jeunes bénéficiaires des différentes interventions de la DER, vous pouvez voir des success stories qui méritent quand même d'être démultipliés au niveau du pays, au niveau des jeunes. Parce que les jeunes qui ont osé entreprendre avec des projets innovants ont quand même pu réussir. Maintenant, c'est du point de vue de la gestion qu'il faut faire des efforts, parce que tout le monde a entendu parler des impayés, etc., des gens qui ont reçu des financements, qui devaient rembourser, qui ne l'ont pas fait. Parce que s'ils ne remboursent pas, c'est d'autres qui vont payer les pots cassés. D'autres jeunes qui devaient bénéficier des financements ne pourront pas en bénéficier, sauf si l'État met encore des fonds supplémentaires, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, il faut améliorer la gestion de ce point de vue. En 2021, il y a eu le programme d'urgence pour l'insertion socio-économique et l'emploi des jeunes, avec 450 milliards sur 3 ans, et le renforcement de la Convention nationale État-employeur sur 15 milliards. Ici, je dis c'est très politisé. En fait, cette initiative, c'est une initiative purement politique, parce que c'est après des événements, des émeutes, etc. de 2021, que le président a dit oui, je connais votre problème, vous avez manifesté parce que vous avez des problèmes d'emploi, donc je prends ces initiatives. Et puis, Convention nationale, je mets 15 milliards. C'était 1 milliard, maintenant je mets 15. Mais, tout le monde sait que c'était des... Même si après on a fait un bilan en donnant, je pense, des chiffres comme 65 000 emplois créés, etc. Mais il faut dire quand même, parce que pour mettre en place une politique comme ça, il faut d'abord un diagnostic. Il n'y a pas eu de diagnostic. Le diagnostic, c'était quoi? C'était qu'il y a eu des manifestations. Donc, c'est ça. C'est pourquoi donc, toutes les mesures qui peuvent être prises, on ne dira pas qu'elles ne serviront à rien, parce qu'elles vont quand même bénéficier à certains. Mais par rapport à la mobilisation de ressources qu'on espérait et qu'on avait annoncé, si c'était parti d'un diagnostic plus profond, on aurait eu des résultats plus probants. Et après, il y a aussi le pôle emploi et entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes au niveau des départements, avec un guichet unique regroupant plusieurs entités en charge de l'emploi. J'ai dit enregistrement, oui. C'est-à-dire, ça permet aux gens de pouvoir s'enregistrer avec des intervenants
indirectes comme ADPME, APIX, FONGIP, etc. Donc l'histoire de guichet unique, c'est ça, c'était pour faciliter, mettre en place donc, des guichets qui regroupent beaucoup de structures à la fois pour faciliter les démarches aux jeunes, pour qu'ils n'aient pas à aller à la DER, ensuite à aller au FONGIP, etc. Donc ça, c'était comme une initiative que je trouvais importante, mais au fil du temps, en regardant un peu ce que ça a pu changer du point de vue de la politique de l'emploi, on reste quand même sur notre fait. En tout cas, ici, je dis sous Macky Sall, le Sénégal a élaboré la stratégie nationale de développement économique et social, SNDS, de 2013. Un plan de développement économique et social, c'est le 11e plan, et le plan Sénégal émergent de 2014. Donc, toutes ces stratégies-là aussi ont proposé et ont permis aussi de faire certaines choses, de mettre en œuvre certaines mesures sur le plan de la politique de l'emploi. Mais lorsqu'on regarde les statistiques sur l'emploi, toujours, on se dit, est-ce que c'est nous qui n'avions pas tellement beaucoup d'ambition, ou bien c'est nous qui n'avons pas les moyens de notre politique? Mais les intentions sont bonnes. Mais encore une fois, c'est l'économie sénégalaise qui n'a pas pu vraiment s'adapter aux différentes politiques de l'emploi qui ont été mises en œuvre. Donc les idées étaient bonnes, mais le socle de l'économie ne suivait pas toujours. Donc sous Macky Sall, sur le plan de la conception et des liens à établir entre la formation professionnelle, le financement de projets et la promotion de l'emploi et l'employabilité, les initiatives donc étaient pertinentes, à mon avis. Mais il y a eu beaucoup de problèmes de coordination. C'est pourquoi je dis la portée des résultats a été souillée par un excès de politisation des initiatives, un écart entre les montants mobilisés et ceux annoncés, des chocs comme la Covid et la guerre russo-ukrainienne qui ont perturbé le marché du travail. Parce que, comme vous le savez, avec la Covid, beaucoup de gens ont encore perdu leur emploi. Ceux qui restaient encore en emploi ont vu leurs activités baisser, etc. Avant même de pouvoir se relever, au moment où l'État faisait des efforts, il y a la guerre russo-ukrainienne avec son lot de conséquences aussi sur l'économie. Et c'est ça qui a suivi Macky Sall jusqu'à la fin de son régime. Donc on était en train de vouloir s'ajuster, de se remettre sur les pieds, et le régime a changé. Donc c'est pourquoi je dis, donc, sous Macky Sall, les initiatives étaient pertinentes, mais étaient mal coordonnées. Et le dernier point de la présentation, c'est maintenant qu'est-ce qu'on apprend de tout ça et quelles sont les étapes à franchir. Alors, il y a eu 3 points de rupture depuis 1960. Le premier point de rupture, c'est le changement de mission. C'est-à-dire qu'on est parti de la mission de placement à la mission de promotion de l'emploi. Au départ, il s'agissait de trouver de l'emploi pour les gens. Donc, on les plaçait quelque part. À un moment donné, on s'est dit que l'État ne pouvait pas prendre tout le monde, donc il faut promouvoir l'emploi. Et pour promouvoir l'emploi, donc on fait intervenir d'autres acteurs, comme le secteur privé. On fait intervenir même les jeunes eux-mêmes par l'auto-emploi. Donc il faut qu'ils se débrouillent pour pouvoir mettre en place certaines initiatives que l'État pourrait accompagner. Donc on est passé de cette mission de placement à la mission de promotion de l'emploi. Le deuxième point de rupture, c'est le changement de cible. Parce qu'au début, on ciblait seulement les diplômés. Les diplômés, bon, donc parce qu'on disait pour travailler, pour trouver de l'emploi, il faut être diplômé, après on t'insère. Pour les autres qui ne sont pas allés à l'école, il faut vous débrouiller. Soit vous êtes agriculteur, vous restez là-bas, soit vous êtes un tailleur, vous faites ce que vous avez à faire, soit vous êtes un maçon, vous faites ce que... Donc c'est comme si on ne s'occupait pas trop de ceux qui faisaient autre chose, n'est-ce pas? Mais après, on a changé de cible pour venir maintenant aux jeunes et aux femmes, donc à l'ensemble des profils, n'est-ce pas? On est passé de ceux qui ont fait les bancs, donc à l'ensemble des profils, les jeunes et les femmes. Ça, c'est Wade et Macky, avec les différentes agences qui ont été créées pour l'emploi des jeunes, avec la DRFJ, etc. Donc, on s'est intéressé aux autres acteurs. Et enfin, le troisième point de rupture, c'était le changement de levier. Parce que on est passé de la fonction publique à l'auto-emploi et l'entrepreneuriat avec l'émergence de nombreuses structures de financement. Parce que au départ, on ne pensait pas trop à l'importance de mettre en place des structures de financement.
pour booster la politique d'emploi qu'on était en train de mettre en œuvre. Donc, il y a eu donc ce changement de levier-là qui constitue un troisième point de rupture qui a traversé les différents régimes, et pour dire que, à la fin, on s'est retrouvé avec un système qui, théoriquement, doit pouvoir permettre au Sénégal d'avoir une bonne politique de l'emploi, théoriquement. Maintenant, il faudra d'autres étapes pour que, dans la réalité, que ces initiatives-là puissent être efficaces, n'est-ce pas? Des initiatives donc audacieuses ont été mises en œuvre à travers tous les régimes, mais plombées par la conjoncture économique, je l'ai montré. Le déficit de coordination entre différents acteurs, donc structures de financement, structures de formation, autres structures d'accompagnement, et la nécessité de mettre en place des mécanismes à la fois économiques et institutionnels, c'est-à-dire la législation du travail, pour favoriser l'insertion. Les étapes à franchir, maintenant. Première étape, c'est l'étape des réformes économiques pour le renforcement du secteur privé, pour accroître sa résilience au choc. Parce que chaque fois qu'on a essayé de mettre en place une politique de l'emploi efficace, il y a eu des chocs extérieurs. On a montré à travers la présentation, depuis la sécheresse sous Senghor, au programme d'ajustement structurel, à la dévaluation, à la crise asiatique, à la crise alimentaire, à la pandémie de Covid-19, la guerre russo-ukrainienne. Donc, sans compter la longue traversée du désert par rapport au programme d'ajustement structurel. Donc, tous ces chocs ont eu des conséquences non négligeables sur l'efficacité des politiques d'emploi au Sénégal. Même si les idées étaient bonnes, la volonté politique était là. Donc c'est pourquoi je dis qu'il faut des réformes économiques pour renforcer le secteur privé et accroître sa résilience au choc. D'ailleurs, on retrouve ce type de mesures dans les documents de politique nationale de l'emploi. Mais le manque de compétitivité de nos entreprises, combiné au déficit d'industrialisation, en ont fait des vœux pires. Donc tout ce qu'on dit dans les documents de politique, si vous regardez les documents de politique nationale de l'emploi, il y a des propositions sur les réformes économiques. Mais il y a un déficit d'industrialisation qui fait que tant qu'on ne va pas attaquer ce problème-là, on n'aura pas ce qu'on veut en matière de politique de l'emploi. Et la deuxième étape, c'est les réformes de la législation du travail pour baisser les coûts de travail, les coûts du travail et favoriser les recrutements par des allègements de cotisations sociales, des exonérations fiscales pour des secteurs pourvoyeurs d'emploi, comme le transport, l'agriculture, le bâtiment et le numérique. Donc, ces réformes de la législation du travail doivent être entreprises pour accompagner la politique de l'emploi. C'est à ce prix qu'on pourra peut-être avoir une politique de l'emploi qui est efficace et qui permet d'insérer le maximum de jeunes. Maintenant, quelques mesures ciblées sur la législation du travail, parce que sur le plan économique, on connaît globalement ce qu'il faut faire. Et puis même l'agenda national de transformation qui vient d'être présenté par le nouveau gouvernement, a fait beaucoup de propositions par rapport à cela. Donc c'est pourquoi j'ai axé mon intervention ici sur la législation du travail. Premièrement, l'adoption d'un cadre réglementaire qui favorise le contrat optimal plutôt que le modèle du droit à gérer. Alors, j'ai expliqué un peu ici qu'est-ce qu'on entend par contrat optimal et le droit à gérer. Vous savez, lorsque les syndicats négocient ici, souvent ils négocient avec l'employeur juste la partie rémunération, c'est-à-dire voilà, le salaire, il faut augmenter les salaires, améliorer les conditions, mais jamais les syndicats ne s'intéressent au recrutement. Par exemple, dire que, bon, je dis jamais c'est trop, peut-être, mais rarement, les syndicats ne s'occupent au recrutement de personnes supplémentaires. C'est souvent la condition ou les conditions de ceux qui sont là déjà, n'est-ce pas? Donc, le fait d'intégrer globalement la question du salaire et la question du niveau de l'emploi, c'est ça qu'on appelle le modèle de contrat optimal. Donc la négociation porte à la fois sur le salaire et sur l'emploi. L'entreprise accepte de s'engager à la fois sur le niveau de salaire et sur le niveau
d'emploi. Ça, c'est un bon modèle pour l'accès à l'emploi. Alors que si on parle de droit à gérer, ce que nous connaissons actuellement, c'est la négociation salariale qui porte uniquement sur le salaire. Et l'entreprise choisit librement le niveau de l'emploi. L'entreprise peut avoir besoin même de 10 personnes. Si elle veut, elle recrute 4 personnes. Maintenant, si les 4 personnes demandent le double même de ce qu'elles devaient percevoir, l'entreprise peut décider de leur donner ça, mais ne pas recruter. Ouais, donc, ça, l'idée est de mettre des mesures incitatives pour les entreprises, pour qu'elles acceptent plutôt de négocier sur les deux plutôt que le salaire seulement. Donc, ça, c'est une réforme audacieuse du cadre réglementaire qu'il faut entreprendre. La deuxième intervention ciblée, c'est la mise en place d'un système efficace d'information sur le marché du travail. Il y a eu ce qu'on a appelé le répertoire opérationnel des métiers et emplois, ROM. Mais ce répertoire-là n'a pas été opérationnel, justement. Ça s'appelle répertoire opérationnel, mais ça n'a pas été. Et depuis plus de 20 ans. Ça a été lancé au Sénégal depuis plus de 20 ans, ça n'a jamais été opérationnel. Ce répertoire permet d'avoir un peu une vision plus claire des différents métiers dont les entreprises ont besoin. Et c'est bénéfique à la fois pour les employeurs que pour les demandeurs d'emploi. Parce que pour les employeurs, ce répertoire permet d'exprimer et de satisfaire les besoins en compétences et de guider le développement des curricula, donc en adéquation avec la demande. Et pour les demandeurs d'emploi, il permet d'avoir une meilleure visibilité de toutes les opportunités, ce qui maximise leurs chances d'insertion. Donc ce serait bien de vraiment redynamiser cette affaire-là de répertoire opérationnel pour avoir une meilleure politique de... Troisième intervention ciblée, la mise en place de dispositifs de dialogue social qui intègrent davantage des demandeurs d'emploi qualifiés. Bon, en matière de dialogue social, il y a souvent un volet relatif à l'accès à l'emploi, mais dans la pratique, c'est surtout la conservation de l'emploi, comme j'ai dit, et la hausse des salaires qui prennent le dessus. Donc, ce sont ces deux aspects-là. Bon, nous, on connaît en économie le modèle insider-outsider. C'est-à-dire, insider, c'est ceux qui sont en train de travailler actuellement, n'est-ce pas? Les personnes qui sont en poste. Et ceux qui cherchent l'emploi sont les outsiders. Donc, la théorie économique a montré que, généralement, les insiders, donc qui sont déjà en poste, ils font tout pour bloquer les outsiders, pour qu'ils n'entrent pas. Parce qu'en fait, l'idée c'est que s'il y a beaucoup d'outsiders qui viennent, on se partage les avantages. Et si on se partage les avantages, chacun peut voir sa part diminuer. Donc eux, ils préfèrent même qu'on augmente leur charge de travail, hein, qu'on augmente aussi en même temps leur rémunération, plutôt que de recruter de nouvelles personnes, même si on devait réduire la charge de travail de chacun. Donc c'est ça l'idée de insider, outsider. Donc là, c'est l'administration du travail qui doit prendre ses responsabilités. Car les syndicats ne le feront pas. Parce que les syndicats défendent aussi leurs propres intérêts. Et a priori, les outsiders ne sont pas membres du syndicat. Parce qu'en fait, ils ne sont pas encore dedans. N'est-ce pas? Et enfin, quatrième mesure ici, la mise en place d'un cadre juridique adapté à l'économie numérique pour favoriser les métiers en pleine expansion, comme le développement web, le cloud computing, l'intelligence artificielle et puis la cybersécurité. Donc ça sont des métiers en pleine émergence et il faut qu'on essaie de voir le cadre juridique et de l'adapter un peu à cette économie numérique-là. Cela permettrait aussi d'aider certains jeunes à s'insérer. Et le nouveau régime du président Bassirou Diomaye Faye devra quand même se concentrer sur les mesures de protection des entreprises sénégalaises et une politique d'industrialisation plus vigoureuse s'il veut une politique de l'emploi efficace. Donc vraiment merci beaucoup d'avoir suivi. C'est juste les quelques idées que je voulais partager avec vous par rapport à la politique de l'emploi que le Sénégal a connue entre le régime de Senghor, le régime de Diouf, le régime de Wade et le régime de Macky Sall. Je vous remercie et je me rends disponible pour répondre à d'éventuelles questions et aussi à prendre note de certaines contributions que les uns et les autres voudront bien faire pour un peu améliorer la présentation qui vient d'être faite. Merci.
D'accord, merci professeur pour votre présentation brillante et éclairante. Nous allons maintenant passer à la session de questions-réponses. Nous avons déjà recueilli un certain nombre de questions. Bon, professeur, qu'est-ce que vous préférez que je vous donne, que vous répondez au fur et à mesure, ou bien on fait une liste de certain nombre de questions? Oui, les questions sont posées oralement, c'est ça? Oui. Donc, non, pas oralement. Il y a certains qui sont écrits dans le chat. Oui, vous pouvez donner par 2, 3, des lots de 3. Voilà, comme ça on va. J'avais 2 questions déjà préparées. Oui. D'ailleurs, c'est revenu dans votre présentation. Le constat est que la majeure partie des emplois créés par les différentes initiatives prises par l'État, ce sont les emplois précaires, comme c'est revenu dans votre présentation. Et d'ailleurs, dans votre article publié en 2021 sur l'efficacité du dispositif d'accompagnement à l'insertion professionnelle des jeunes, c'est également revenu. Donc la question ici est de savoir, est-il envisageable pour l'État de parvenir à créer à la fois des emplois en masse tout en garantissant leur qualité? Et la deuxième question, c'est également venu dans votre présentation concernant le problème de coordination qui existe entre les différentes initiatives. Vous avez également évoqué la tentative de rationalisation qu'il y a eu à travers la création de l'ANPEJ. Alors ici, la question est de savoir, est-ce que pour parvenir à une meilleure coordination des différentes initiatives, est-ce que la stratégie de l'ANPEJ est la meilleure? Est-ce que, si nous parlons par exemple du régime actuel, est-ce que le mieux serait de créer une mégastructure, une agence qui pourrait réunir tous les efforts et aider à contourner le manque de coordination auquel nous assistons aujourd'hui? Merci beaucoup, M. Dieu. À mon avis, les objectifs sont bien conciliables en matière de création massive d'emplois et de qualité de l'emploi. Mais à condition que l'État sache qu'il ne lui appartient pas à lui de recruter tout le monde, mais seulement d'améliorer le dispositif mis en place pour faciliter l'émergence d'entreprises privées qui sont fortes et compétitives. Parce que n'oubliez pas que les emplois de masse déjà, ce n'est pas l'affaire de la fonction publique. Hein. La fonction publique peut faire des recrutements, certes, mais par rapport au nombre de jeunes que nous avons, au nombre de diplômés et même de non-diplômés, mais qui ont certaines qualifications, tout le monde ne peut pas aller dans la fonction publique. Donc, à mon avis, il suffirait de voir dans quelle mesure le tissu économique pourrait être renforcé en termes d'entreprises fortes pour que cela, surtout le secteur manufacturier, parce qu'on sait que dans un pays comme le nôtre, il y a 2 secteurs qui peuvent absorber une bonne partie de la main-d'œuvre, même en assurant des rémunérations décentes. C'est l'agriculture d'abord et le secteur manufacturier. Et si on fait le lien, on peut avoir une industrie ou un secteur manufacturier qui est alimenté par le secteur agricole ou une partie du secteur industriel, sachant que nous produisons beaucoup de matières premières ici qui peuvent être transformées dans le pays. Donc c'est un peu cette connexion-là qu'il faut faire entre la politique économique, la politique d'industrialisation et la politique de l'emploi qui permettrait peut-être de régler ce problème-là. Voilà. Par rapport au modèle de l'ANPEJ, bon, moi je pense que c'est un modèle qui est bon, mais à condition aussi que dans la gestion, qu'on aille vers peut-être des ruptures qui peuvent rendre l'ANPEJ plus opérationnel. Parce que vous voyez, les autres structures, mon problème par rapport à la création d'une méga structure, comme vous le dites, mon problème c'est que aussi, qui trop embrasse, mal étreint. C'est-à-dire si il y a des structures qui à la fois doivent gérer les problèmes de formation, qui à la fois doivent gérer des problèmes de financement, à la fois doivent gérer des problèmes d'insertion, à la fois. Donc, s'il y a une seule structure qui doit faire tout cela, on peut
à la fin aboutir à une certaine inefficacité ou à certaines lourdeurs qui vont nous faire des pas en arrière. À mon avis, ce n'est pas mauvais d'avoir une structure comme l'ANPEJ et d'avoir à côté une autre structure comme le 3FPT, à côté d'une autre structure comme l'ADER, mais dans la gestion de ces structures-là et la coordination, surtout la coordination, je pense qu'il y a des efforts à faire. Parce que tant qu'il y a une coordination entre ces structures, elles peuvent rester séparées et, disons, permettre d'atteindre les objectifs. Pour ces deux questions-là, je ça. Oui, on a d'autres questions aussi. Vous avez parlé également des cibles. On a noté qu'il y a une évolution au niveau des cibles des politiques d'emploi. Si au début, avec Abidou, c'était beaucoup plus les diplômés. Après, on a élargi ça aux non-diplômés et pour prendre en compte les différents profils de jeunes. Oui. La question ici est quelle doit être, ou bien est-ce qu'il existe une principale cible qu'il faut d'une politique, pour qu'une politique d'emploi soit efficace au Sénégal? C'est une question dans le cadre. Une deuxième question ou bien oui. Deuxième question. Je peux répondre à ça aussi. Bon, la principale cible ici, parce que la principale cible au Sénégal peut être différente de la principale cible au Mali ou ailleurs. Mais compte tenu de la jeunesse de la population au Sénégal et compte tenu de la dynamique du système éducatif sénégalais, je pense que la principale cible de la politique d'emploi est les jeunes. La principale cible, n'est-ce pas? Maintenant, on peut à côté, parce que si on dit jeunes, il ne s'agit pas seulement des jeunes diplômés. Il y a des jeunes non diplômés. Et comme on a parlé de la prépondérance du secteur informel, il y a 90% des unités économiques ici sont dans l'informel, donc on ne peut pas laisser de côté ces gens qui travaillent dans le secteur informel. Et souvent, c'est vrai, il y a des diplômés dans l'informel, mais il y a aussi beaucoup de non-diplômés. Donc on doit avoir une diversité des cibles, la principale étant les jeunes, mais voir les jeunes, aussi bien les jeunes qui sont formés, donc qui ont des diplômes, et les jeunes non diplômés qui sont dans le secteur informel pour avoir des initiatives qui les ciblent. Voilà, moi c'est ce que je pense de cette question. Il y a aussi une question de la professeure. Il dit quelle place pour la recherche dans la conception et la mise en œuvre des politiques d'emploi? Ça, c'est une question très intéressante parce que lorsque la mise en œuvre de la politique de l'emploi part des résultats de recherche, il y a une plus forte probabilité que cette politique-là soit efficace. Parce qu'elle provient de constats qui ont été faits après des investigations profondes et objectives. Mais si ça part de statistiques assez globales, on peut avoir une politique de l'emploi qui permet de faire certains résultats, mais on aboutit au tâtonnement auquel on a assisté au fil des différents régimes. J'ai parlé dans ma présentation du tâtonnement institutionnel, mais le tâtonnement institutionnel là, il est caractéristique d'un tâtonnement dans les actions qui ont été mises en œuvre. Donc le fait vraiment de partir de la recherche, c'est primordial pour avoir des politiques efficaces. L'autre chose qu'on pourrait faire, c'est d'associer les chercheurs dans l'élaboration des différentes politiques. Peut-être c'est fait, hein, parce que bon, on ne peut pas aussi dire... le problème c'est que parfois les relations ne sont pas trop institutionnelles entre l'État et le monde de la recherche. Parce que si c'est institutionnel, même des chercheurs qui n'ont pas été associés peuvent savoir quand même qu'il y a une collaboration. Mais si c'est personnel, certains peuvent ne pas être au courant de ce qui se fait. Donc il faut établir un dialogue plus institutionnel ou institutionnalisé entre l'État et le monde de la recherche pour pouvoir définir de meilleures politiques de l'emploi qui vont quand même permettre d'atteindre les objectifs. Il y a aussi une forte préoccupation concernant le fait que un constat qui est fait, et d'ailleurs
j'ai eu à le voir dans votre rapport de collecte de données sur l'emploi dans le cadre du CRDI, que certaines politiques d'emploi demeurent largement méconnues par les jeunes. Alors la question est de savoir si vous pensez que cette situation est principalement due à une communication insuffisante de la part des autorités, ou cela reflète-t-elle un désintérêt croissant des jeunes qui pourraient douter de l'efficacité des interventions de l'État? C'est important, dans nos différentes recherches et nos différentes enquêtes qu'on a eu à mener, effectivement, on a vu que beaucoup de jeunes ne sont même pas au courant des différentes initiatives de l'État en leur faveur. Et ça, c'est problématique. Et la cause, c'est principalement parce que il y a beaucoup de jeunes, parce qu'on a posé la question aussi, il y a beaucoup de jeunes qui pensent que les politiques là qui ont été mises en place par les différents gouvernements sont des politiques qui visent à caser des jeunes du parti au pouvoir. En fait, c'est un peu ça qui revient souvent. Les jeunes se disent que bon, ça c'est un peu politique. Maintenant, ça peut ne pas être vrai, hein, mais il faut lutter contre ces préjugés-là. Si les jeunes pensent que c'est politisé, si ça ne l'est pas, il faut mettre en place des mécanismes qui permettent de montrer que ce n'est pas politisé. Mais sinon, ces jeunes ne vont pas aller vers ces programmes-là. C'est ce que notre enquête sur la Convention nationale État-employeur avait montré. On a même mis dedans les programmes de la DER, 3FPT, les initiatives, etc. Mais il y a beaucoup de jeunes qui n'étaient pas au courant de cette initiative. Deuxième chose, c'est qu'il y a aussi des jeunes qui ne vont pas vers l'information aussi. Ça, c'est important. Troisième chose, c'est que les structures ont peut-être des canaux de transmission de l'information qui ne sont pas adaptés aux jeunes. Parce que si vous faites un spot juste dans un journal, le journal Le Soleil, L'Observateur, etc., il faut voir combien de jeunes vont voir ça. Maintenant, si vous mettez ça aussi à la télé, une fois par an, ou etc., combien de jeunes vont voir. Donc, il faut voir les canaux qu'utilisent les jeunes pour pouvoir les informer des différentes initiatives. Donc, il y a quand même ce problème-là à régler, le problème d'information des jeunes. Et dernière chose qu'il faut relever par rapport à cela, si les jeunes ne sont pas informés, il y a toujours un biais de sélection par rapport à ceux qui bénéficient des programmes. Parce que vous pouvez choisir des gens parce que c'est eux qui sont informés, ils ont déposé, mais ils ne sont pas les meilleurs qui pouvaient faire la publicité du programme. Parce qu'il y a d'autres jeunes à côté qui, s'ils étaient au courant, allaient déposer, allaient être sélectionnés et feraient mieux la publicité. Si je dis faire la publicité du programme, c'est qu'eux, ils réussiraient ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils ont peut-être des projets qui sont meilleurs et ils ont aussi un niveau de formation qui est plus intéressant, plus important que ceux que vous avez vous-même choisis. Donc, toutes les structures ont intérêt à jouer un peu par rapport à cela. Et j'allais même oublier le dernier point par rapport à ça, toujours, les conseillers en emploi qui sont au niveau du ministère en charge de l'emploi. Là aussi, nos enquêtes ont montré qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont jamais vu de conseiller en emploi. Et ceux qui en ont vu sont des gens qui disent que bon, ils n'ont pas vraiment senti l'apport de ces conseillers-là en emploi par rapport à la stratégie de recherche d'emploi et par rapport aussi à ce qu'ils doivent faire dans l'avenir. Donc, ce sont des choses qui méritent d'être revues dans les nouvelles politiques de l'emploi. Comment est-ce qu'on forme les conseillers en emploi? Quelle est la masse critique de conseillers en emploi qu'il faut avoir? Comment il faut les déployer sur le terrain pour rencontrer les différents jeunes? Voilà. Et nous allons prendre une dernière question. Malheureusement, il y en a beaucoup, mais nous sommes à court de temps. Donc, cette question est relative à... On parle souvent de l'inadéquation qui existe entre formation et besoin du monde de l'emploi. Ici, la question est de savoir, est-ce que favoriser une meilleure adéquation entre ces deux mondes peut permettre de mieux répondre aux besoins du marché du travail, surtout lorsque l'on sait que même si on parvient à former beaucoup de jeunes, de faire ce qu'ils améliorent leur employabilité, est-ce que si derrière il n'y a pas un secteur privé capable de tous les accueillir,
est-ce que cette stratégie-là peut servir à grand chose? C'est important. En fait, la question de l'adéquation ou de l'inadéquation formation-emploi est très complexe. Parce que moi, ce que je vois, c'est qu'on a un secteur privé qui est un peu faible, qui ne peut pas absorber toute la main-d'œuvre, et des fois qui parle de problème d'inadéquation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les jeunes qui sortent des systèmes de formation ont des compétences qui sont convertibles. C'est-à-dire, des fois aussi, les entrepreneurs, moi j'ai des problèmes avec eux, on ne peut pas trouver, en tout cas pour certains métiers, quelqu'un qui est vraiment prêt à l'emploi. Il faut le prendre, faire un effort de formation et d'adaptation, sachant qu'il a le niveau pour s'adapter, et puis il fait un bon employé. Mais si vous voulez trouver pour tous les postes des gens qui sont déjà expérimentés, qui ont fait leur carrière ailleurs, ce n'est pas évident, les jeunes n'auront jamais de chance, n'est-ce pas? Et le problème de l'adéquation des curricula de formation et des besoins du marché, parfois, moi, bon, j'ai l'habitude de dire que c'est un faux problème dans nos pays, dans la mesure où, du point de vue économique, nous sommes dans un pays, pour parler du Sénégal particulièrement, un pays dont l'économie est en transformation structurelle. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'une transformation structurelle d'une économie, même si le PSE a été mis de côté, maintenant on a un autre agenda, lorsqu'on parle de transformation, parce que même ici on parle d'agenda national de transformation, n'est-ce pas? Lorsqu'on est dans une économie en transformation, les besoins sont changeants. Donc, si aujourd'hui vous voulez régler le problème de l'adéquation, vous dites à l'heure actuelle, 2024, on a tel besoin, donc on va changer le système de formation, les curricula, mais dans 3 ans, vous aurez d'autres besoins, de nouveaux besoins, parce que vous êtes en transformation structurelle. Donc c'est pourquoi je parle de convertibilité des compétences. C'est ça le véritable enjeu, au lieu de parler d'adéquation. Et Dieu sait que dans nos universités, dans nos différentes structures de formation, il y a des jeunes qui en sortent, qui, en l'espace de quelques mois, peuvent s'adapter à beaucoup de postes que les entreprises privées sont en train de chercher. Donc c'est plutôt l'enjeu vraiment d'un secteur privé fort qu'il faut adresser, plutôt que l'enjeu de la formation. Maintenant, je suis d'accord, pour certains métiers très pointus, il y a quand même un problème d'adéquation. Bon, et ça, c'est facile à régler. Mais on ne peut pas vraiment le généraliser à toute l'économie, dire qu'il y a un problème d'adéquation. Voilà. Il y a d'autres questions, mais nous sommes obligés de lancer là. Voilà. Donc, nous arrivons à la fin de ce séminaire. Je tiens à remercier chaleureusement le professeur Amoukan pour son intervention enrichissante, ainsi que vous tous pour votre attention et vos questions pertinentes. Cette séance était la première d'une série de séminaires. J'espère qu'elle a été aussi inspirante pour vous qu'elle a été pour moi. Nous vous tiendrons donc informés des prochaines dates pour continuer ces échanges. Merci encore pour votre participation active et au plaisir de vous retrouver lors de futures discussions. Merci. Merci à tous d'avoir suivi et merci à vous de l'invitation. À bientôt. Ok, merci.